Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me recevez bien. Je suis heureux de vous accueillir pour ce quatrième webinaire sur le nouveau modèle EFQM. Pour vous qui n'avez pas participé au précédent webinaire, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube AFNOR et les supports sont disponibles également sur demande. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Pour rappel, donc nous avions eu un premier webinaire et nous avions échangé au sujet des mégatrends, ces grandes tendances sociales qui impactent nos organisations et qui ont donné un point d'entrée pour le nouveau modèle. Dans le deuxième webinaire, nous avions analysé les enseignements de la grande enquête EFQM de l'été 2018 auprès des utilisateurs du modèle et nous avons vu comment certains points étaient satisfaisants et d'autres étaient de données d'entrée pour des modifications. Et puis, plus récemment, dans un troisième webinaire, nous avons échangé avec Stéphane Verdoux, donc de Stratéis, qui a compté parmi les experts de la Core Team EFQM 2020, c'est-à-dire le groupe de travail qui a élaboré ce nouveau modèle. Alors, merci de nous rejoindre. Et je vais donc vous présenter ce nouveau modèle. Comme vous le voyez, il a été dévoilé au forum d'Helsinki qui a eu lieu les 23 et 24 octobre. Ça s'est donc terminé jeudi dernier. Et donc, nous sommes tout à fait dans l'actualité aujourd'hui. Alors, tout d'abord, voilà. Pourquoi ce nouveau modèle Alors, ce nouveau modèle, c'est une belle histoire qui dure déjà depuis 30 ans. C'est, pour ceux qui s'en souviennent, une approche européenne qui s'est mise en place à l'époque de Jacques Delors pour répondre à un contexte où l'économie européenne et les sociétés et organisations européennes étaient dépassées en performance par les USA et le Japon. La fondation EFQM est née, elle a été portée par quelques grandes entreprises européennes et également françaises, et le modèle EFQM est arrivé dans la foulée. Progressivement, nous sommes passés du management de la qualité totale à notre modèle d'excellence d'aujourd'hui. L'outil radar est également arrivé et aujourd'hui il est indissociable du modèle. On peut dire d'ailleurs que tout le monde aime radar. Alors aujourd'hui en 2019, on peut dire que notre modèle EFQM est bon. Il est fonctionnel, il apporte de la plus-value, il emmène les organisations vers la performance. Par ailleurs, c'est le seul modèle vraiment international. D'autres modèles existent dans certains pays, mais le modèle EFQM, lui, est traduit dans 30 langues différentes, ce que ne font pas d'autres modèles ou d'autres structures. Il est utilisé dans de nombreux pays, non seulement pour les reconnaissances que vous connaissez, les C2E, engagés vers l'excellence ou reconnus pour l'excellence, R4E, mais également pour des reconnaissances ou des prix européens. Il est utilisé également comme base pour des prix qualité dans de nombreux pays qui utilisent le modèle EFQM. Et plus récemment, il s'est développé au Moyen-Orient, en Asie ou en Amérique du Sud. Mais néanmoins, notre modèle devait évoluer. Aujourd'hui, ce qui est important, ce n'est pas tellement les enjeux auxquels nous sommes confrontés, mais c'est comment chacun de nous et comment nos organisations réagissons à ces enjeux. Et donc, le FQM a acté que dans ce modèle, aujourd'hui, on ne retrouve pas certains mots-clés de notre actualité. Et nous devions donc faire évoluer le modèle pour être capable de faire évoluer nos organisations et notre état d'esprit. Le monde bouge, et bouge même vite, et nous devons nous adapter. Kennedy disait que le changement est la loi de la vie. Alors le modèle ne doit pas seulement nous aider à améliorer notre performance, mais il doit également nous aider à nous adapter, et c'est en ce sens que le modèle devait évoluer. Le FQM aussi se doit de changer dans son fonctionnement, dans son état d'esprit, et donc après discussion, après réflexion, le FQM s'est autorisé, pour cette nouvelle version du modèle, à repartir d'une page blanche. Elle a aussi souhaité entreprendre une co-construction avec l'ensemble de ses parties prenantes, et on le verra dans la composition de l'équipe qui a participé à la création du modèle et aux différentes étapes qui ont permis la création de ce modèle. Nous avons aussi à entreprendre un changement dans l'utilisation du modèle et nous reviendrons sur ces éléments-là un petit peu après. Voilà.
quelques soucis pour passer les slides, mais ça va aller. Alors, petit rappel sur l'élaboration donc de ce nouveau modèle EFQM. Il a d'abord pris en compte une base très robuste de retour d'expérience par les différents éléments que vous avez ici en haut de ce slide. Le nouveau modèle a pris en compte les éléments de l'enquête qui a été réalisée à l'été 2018. Cette enquête a réuni sur une série de questions assez importantes, plus de 50 de questions, 1200 réponses argumentées avec des commentaires qui ont pu reprendre tous les retours des enquêtes sur l'analyse des mégatrends et puis sur les utilisations qui ont été faites du modèle et donc des recommandations des utilisateurs. Le FQM s'est aussi appuyé sur le document d'analyse des mégatrends que nous avons présenté dans un webinaire antérieur. S'est appuyé sur différents workshops qui ont permis de préparer le nouveau modèle EFQM. Bien sûr, en termes d'input, le board de l'EFQM a été un élément important, ainsi que les anciens gagnants et titulaires de prix européens. Bien sûr, l'expérience du modèle 2013 a été utilisée et ce modèle 2013, dans son esprit, est conservé. Il n'est pas parti comme le bébé avec l'eau du bain et donc il est tout à fait présent dans le nouveau modèle. Et puis le FQM a souhaité également, et notamment la Core Team, à mener un certain nombre d'entretiens avec des dirigeants pour avoir une attente particulière, en tout cas un point de vue, une prise en compte particulière des attentes des dirigeants qui connaissent ou qui ne connaissaient pas le modèle et qui ont été interrogés sur leurs attentes en termes de management pour un modèle qui veut couvrir l'ensemble du management des organisations. Alors voilà, beaucoup d'éléments ont été pris en compte pour en faire un processus très robuste. Et puis vous voyez que au fur et à mesure de différents workshops qui ont été menés par la Core Team, donc l'équipe qui a travaillé sur ce nouveau modèle dans différents pays européens, le modèle s'est élaboré petit à petit. Il a été soumis à plusieurs revues du board et puis en avril et mai dernier, il y a eu aussi des bêta-testing, donc avec un certain nombre d'organisations, une vingtaine d'organisations qui ont testé le modèle dans sa mise en œuvre et dans son évaluation. Le modèle a été livré en anglais fin juin et depuis juin, le FQM a d'abord procédé à des traductions et puis aussi à élaborer tout l'écosystème autour du modèle FQM pour que ce soit prêt aujourd'hui à avoir une nouvelle utilisation de ce modèle. Alors, qui était l'équipe qui a constitué la Core Team? Donc, ces experts sont des représentants de la communauté EFQM au sens large, certains parmi les partenaires nationaux, certains parmi des consultants, certains parmi des grandes organisations qui pratiquent le modèle, d'autres parmi des PME ou des petites entreprises dans différents pays européens. Et donc, on a une équipe ici d'une part très dynamique et assez variée qui a permis de représenter l'ensemble de la communauté EFQM. Nous avons eu la chance en France d'avoir un expert qui était présent dans cette équipe, Stéphane Verdoux, qui est un partenaire de longue date d'AFNOR et qui a une grande expérience dans la mise en œuvre du modèle. Donc voilà une équipe qui a pu travailler pour produire le nouveau modèle EFQM. Alors, petit rappel également, les mégatrends, donc nous avions eu un webinaire sur ces éléments. Je ne vais pas revenir sur ces 9 mégatrends, mais ce sont des grandes tendances clés qui peuvent impacter nos organisations parce qu'elles sont présentes dans notre quotidien, auprès de nos salariés, auprès de notre écosystème, auprès du contexte dans lequel on se trouve. On peut évoquer rapidement les enjeux démographiques avec les différentes générations X, Y ou Z et leurs nouveaux modes de relation à l'entreprise, à l'organisation, nouveaux modes de relation au travail. Bien sûr, la digitalisation, bien sûr, la raréfaction de la ressource et les enjeux environnementaux, mais aussi la prise en compte de la montée en puissance de la responsabilité sociale et le besoin de sens dans les organisations. Et puis, on le voit tous les jours, un contexte
économique et politique très instable. Voilà, donc ces grandes tendances ont été un des éléments qui ont été pris en compte dans le positionnement de ce nouveau modèle. Alors, ensuite, c'est poser la question de savoir si ce nouveau modèle devait être plutôt conservateur avec une évolution à la marge ou au contraire remettre sur la table tous des éléments pour une nouvelle approche, une partie de page blanche. Alors, suite à l'enquête, les utilisateurs disaient que le modèle est bon et donc il faut qu'il évolue, certes, mais il ne faut pas trop changer des éléments, des concepts, la structure même et l'approche du modèle. Et puis, la core team de l'EFQM et le FQM lui-même a souhaité avoir l'avis des dirigeants. Et donc, il y a un certain nombre d'interviews, une soixantaine d'interviews qui ont été menées auprès de dirigeants, connaissant ou connaissant pas le modèle ou le FQM. Et simplement, ils ont été interrogés sur leurs attentes avec une question première qui était « Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit ?» Et dans les éléments qui ont été remontés par l'ensemble de ces interviews de dirigeants, il a fait apparaître qu'un certain nombre de mots-clés, de tendances clés, d'enjeux clés n'étaient pas présents aujourd'hui dans le modèle et que ces interviews de dirigeants montraient un fort besoin de changement et d'adaptation au monde actuel. Et donc, le modèle que nous connaissions est changé et la core team a pris le parti d'écrire sur cette nouvelle page blanche que le board de FQM avait laissée ouverte pour leur travail. Alors, à quel résultat nous arrivons? L'élément clé, on va dire, du modèle et son point de départ, c'est basé sur une logique simple et puissante qui pose 3 questions. Ces questions sont inspirées des réflexions de Simon Sinek, qui est un conférencier et auteur, spécialiste du management et de la motivation. Et il a notamment défini son concept de Golden Circles avec ces 3 questions, why, how and what. Il y a des vidéos qui sont facilement accessibles sur Internet et tout à fait intéressantes et je vous invite à les regarder. Alors, ces questions, avec ces 3 questions, le nouveau modèle s'inscrit tout à fait dans des débats actuels que l'on entend à propos de notre économie, à propos de nos entreprises et de nos organisations. C'est des mots qu'on entend avec les entreprises à mission et la raison d'être. Et donc, on est tout à fait dans l'ère du temps. Alors, première question, pourquoi cette organisation existe? Pourquoi mon organisation existe? Quelle est sa raison d'être? Et comment choisir sa stratégie? Et donc, ici, on définit un pilier qui est l'orientation, qui va nous permettre de structurer notre nouveau modèle. La deuxième question est comment mon organisation entend mettre en œuvre cette raison d'être et cette stratégie. Et ici, on va définir des approches et une manière de conduire des opérations. Et donc, nous arrivons à ce second pilier des opérations. Et puis ensuite, la question quoi? Qu'a-t-elle délivré, mon organisation? Qu'a-t-elle délivré à ce jour? Qu'a-t-elle l'intention de délivrer demain? Et donc, ici, nous parlons d'un certain nombre de résultats. Et donc, ces 3 piliers, orientation, opération et résultats, vont orienter la nouvelle structure du modèle. Alors, vous l'aurez compris, c'est ces 3 questions qui définissent la forme aussi du nouveau modèle. Et donc, le modèle rectangulaire avec 9 boîtes que nous avions connu va évoluer. Au centre, nous avons bien sûr notre organisation. Et au-delà de ces 3 questions, pourquoi, comment et quoi, 3 notions sont importantes. Tout d'abord, l'écosystème. Le modèle nous invite encore plus qu'avant à comprendre notre écosystème, à identifier l'ensemble des parties prenantes, et notamment les parties prenantes clés, celles qui peuvent soit favoriser notre raison d'être, ou bien peut-être la freiner. Le deuxième élément, c'est le leadership de l'organisation dans sa sphère d'influence, dans son écosystème, pour progresser avec les autres et les emmener dans une approche de co-construction pour aller vers un bien commun et des objectifs partagés. Et puis le dernier élément aussi important, qui sont les changements. Le changement aujourd'hui plus rapide, plus profond. Et donc, il faut
il faut toujours manager le quotidien, bien sûr, en assurant la performance, mais il faut en même temps se préparer pour l'avenir. Et donc, ce sont ces éléments qui sont assez importants et qui doivent être pris en compte. Alors, on retrouve avec ces éléments des trois piliers. On va retrouver donc alors, les trois éléments, effectivement, ici sont présentés en anglais. Je m'excuse parce qu'on n'a pas encore tous les éléments d'image et de communication en français. Donc, moi, je fais ma présentation en français, mais les images que j'utilise sont en anglais. Mais on retrouve ici nos trois questions, nos trois piliers du modèle. Tout d'abord, en haut, la direction, ici, on va appeler orientation en français. Donc, l'orientation qui détermine l'orientation de l'organisation. Et puis, ensuite, en tournant vers la droite, vous aurez les opérations et en remontant les résultats. Et ce sont donc les trois piliers qui correspondent aux trois questions existentielles du modèle. Sur chacun de ces trois piliers, on va retrouver les critères. Alors, ces critères ont évolué, bien sûr, mais on va pouvoir retrouver pour chacun des piliers les critères correspondants. D'abord, pour la direction, pour l'orientation, pardon, pour qu'une une organisation obtienne et maintienne des résultats remarquables qui satisfont ou dépassent les attentes des parties prenantes, elle définit une raison d'être qui est inspirante, elle crée une vision qui est ambitieuse, elle développe une stratégie qui est centrée sur la création de valeurs durables. Elle construit une culture de la performance et de la transformation. Et donc, on va retrouver dans ce premier critère, raison d'être, vision et stratégie, cinq sous-critères qui sont définir la raison d'être et la vision. Ensuite, identifier et comprendre les besoins des parties prenantes. Le troisième sous-critère est comprendre son écosystème, ses propres capacités et les principaux enjeux. Donc, on retrouve ici bien l'importance de l'écosystème et de la place qu'occupe l'organisation dans son écosystème. Ensuite, on a un quatrième sous-critère qui est développer la stratégie. Et puis ensuite, un cinquième critère qui est sous-critère, concevoir et mettre en œuvre un système de gouvernance et de management de la performance. Alors voilà, on a ici notre premier critère sur la raison d'être, la vision et la stratégie. Ensuite vient un second critère qui est la culture et le leadership. Alors peut-être qu'il faut prendre un petit moment pour définir ces deux termes qui ont une importance particulière dans le nouveau modèle. Tout d'abord, la culture d'une organisation, c'est l'ensemble des valeurs et des normes qui sont partagées par les personnes ou les groupes au sein de notre organisation et qui vont déterminer au fil du temps la manière dont ces groupes et ces personnes interagissent les uns avec les autres et aussi avec les parties prenantes clés externes. Alors, la culture, on peut dire qu'elle résulte effectivement de cet ensemble de valeurs et de normes, mais ce que le modèle va nous dire, c'est que l'on peut définir sa culture et puis aussi l'orienter en fonction de sa raison d'être. Le deuxième élément, qui est le leadership, fait évoluer le leadership avec sa perspective traditionnelle centrée sur une personne. Et ici, on va aller au-delà en disant que le leadership s'applique à l'organisation en tant que telle. Et donc, il s'agit globalement de la capacité d'une organisation dans son ensemble, et pas seulement de ses dirigeants, à agir et à être reconnu comme un leader et un modèle dans son écosystème et vis-à-vis des autres. Ainsi, on va pouvoir retrouver des processus et des actions de leadership à tous les niveaux de l'organisation, en interne et tournés vers l'extérieur. Alors, quels sont les sous-critères que l'on retrouve dans cet élément ? Il y a quatre sous-critères qui sont développer la culture et les valeurs de l'organisation. Ensuite, un deuxième critère qui sont créer les conditions de réussite et de changement. Le troisième sous-critère qui est de favoriser la créativité et l'innovation.
Et un dernier critère, quatrième sous-critère, mobiliser et engager dans la raison d'être, la vision et la stratégie. Alors voilà pour les 4 sous-critères qui définissent ce deuxième critère sur la culture et le leadership. Alors on passe aux opérations. Pour rappel, donc dans le pilier opération, on répond à la question comment une organisation entend mettre en œuvre sa raison d'être et sa stratégie. Et donc une organisation remarquable, tout d'abord, sait quelles sont les parties prenantes dans son écosystème. Elle s'engage pleinement vis-à-vis de celles qui sont clés pour son succès. Ensuite, elle crée une valeur durable. Et enfin, elle pilote des niveaux de performance qui sont nécessaires pour son succès aujourd'hui, mais en même temps, elle conduit les améliorations et les transformations nécessaires pour réussir dans le futur. Alors, on va retrouver donc un premier critère qui est l'engagement des parties prenantes, et on retrouve les traditionnelles parties prenantes que vous connaissez, avec chacun un sous-critère correspondant. Premier sous-critère, les clients, avec lequel on souhaite construire des relations durables. Un deuxième sous-critère sur le personnel, et donc il s'agit d'attirer, d'engager, de développer et de fidéliser les relations avec nos collaborateurs, avec notre personnel. Troisième sous-critère qui concerne les parties prenantes économiques et institutionnelles. Parties prenantes économiques et institutionnelles, ce sont donc tous les soit actionnaires quand on est dans le cas d'entreprises privées, mais plus largement dans le cadre d'organisations non privées ou même pour les organisations privées, tous les financements, les assurances et le côté institutionnel, c'est-à-dire les parties prenantes de l'écosystème public ou parapublic qui ont un intérêt direct ou qui contraignent ou donnent un cadre pour l'activité de l'organisation. Vis-à-vis de ces parties prenantes économiques et institutionnelles, l'idée est de sécuriser et d'assurer un soutien continu. Le quatrième sous-critère concerne la société pour contribuer au développement, au bien-être et à la prospérité. Le dernier sous-critère concerne les partenaires et les fournisseurs, et il s'agit ici de construire des relations et d'assurer un soutien pour créer une valeur durable. Un élément assez important du nouveau modèle est que vis-à-vis de chacune de ces parties prenantes, il y a un fort accent qui est mis sur la co-construction avec chacune des parties prenantes par rapport à la raison d'être de l'entreprise ou de l'organisation. Deuxième critère dans la partie opération, la création de valeur durable. En effet, une organisation remarquable reconnaît que la création de valeur durable est vitale pour son succès à long terme et pour sa solidité, notamment financière. Ce critère se déploie suivant le cycle de la création de valeur durable en 4 sous-critères. Le premier étant concevoir la valeur et sa création. Ensuite, un deuxième sous-critère sur la communication et la vente de la valeur. Un troisième sous-critère sur délivrer la valeur, et puis un dernier sous-critère qui est définir et mettre en œuvre l'expérience globale. On parle ici de l'expérience globale utilisateur ou de l'expérience globale client qui sont nécessaires pour avoir une bonne expérience client et donc satisfaire cette partie prenante clé particulièrement importante. Ensuite, nous allons avoir un troisième critère dans ce pilier opération. Il s'agit du pilotage de la performance et de la conduite de la transformation. Le constat que le FQM fait aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, comme dans le futur, une organisation doit être capable de satisfaire en même temps 2 enjeux essentiels pour réussir durablement. D'un côté, bien sûr, elle doit piloter avec succès ses activités opérationnelles et la fourniture de ses services au quotidien, et donc il s'agit de piloter la performance. Et de l'autre côté, elle doit constamment s'adapter aux changements internes, mais aussi externes de son environnement. Et donc il s'agit ici de conduire la transformation. Et donc c'est une nécessité pour une organisation que d'assurer le quotidien tout en préparant le futur. On retrouve ici 5 sous-critères. Un premier sous-critère, piloter la performance et manager les risques.
Et on peut noter ici que effectivement les risques sont plus significativement mis en avant que par le passé. Un deuxième sous-critère, transformer l'organisation pour le futur. Ensuite, un troisième sous-critère qui est conduire l'innovation et exploiter les technologies. On va retrouver ici des notions sur l'innovation, le digital et l'usage des technologies qui peuvent être faites. Un quatrième sous-critère pour capitaliser et tirer profit des données, des informations et des connaissances. On a eu ici effectivement dans le forum EFQM des conférences assez intéressantes sur toutes ces données que nous avons aujourd'hui disponibles et sur la manière de les exploiter pour en tirer des intérêts en termes de management de nos organisations, y compris en termes de motivation pour nos salariés. Et donc, c'était très intéressant. Le dernier sous-critère, qui est de manager les actifs et les ressources. Là, on est dans du assez classique jusqu'ici. Alors, ensuite, nous arrivons donc dans le pilier des résultats. Avec, pour ce pilier des résultats, on est dans la question quoi qu'a délivré mon organisation à ce jour et qu'a-t-elle l'intention de délivrer demain. Il s'agit donc des résultats qui sont atteints et visés par l'organisation en lien avec ce qui a été décrit dans les parties orientation et opération. Dans la partie, on sait qu'une organisation remarquable fournit des résultats pour trois éléments, les perceptions des parties prenantes, la création de valeur durable et le pilotage de la performance et la conduite de la transformation. Alors sur le critère 6, qui sont la perception des parties prenantes, une organisation remarquable, c'est en quoi sa réussite dans l'exécution de sa stratégie contribue à satisfaire les besoins et attentes de ses parties prenantes clés. Elle utilise l'analyse de ses performances passées et actuelles pour prédire sa performance future. Et elle utilise des résultats de perception de ses parties prenantes clés pour rester en veille, pour ajuster son orientation actuelle et l'exécution de sa stratégie. Et donc, on va fournir des éléments de perception pour chacune des parties prenantes qui sont les clients, le personnel, les parties prenantes économiques et institutionnelles, la société, puis enfin les partenaires et fournisseurs. Alors, particularité dans ces deux critères de résultats, il n'y a pas de sous-critères. Ce sera donc une approche différente ici. Autant pour la perception des parties prenantes, il y a les résultats pour chacune des parties prenantes, mais il n'y a pas de sous-critères à proprement parler. Pareil pour le critère 7, qui sont les performances stratégiques et opérationnelles. Ce critère se concentre sur les résultats qui sont liés à la performance de l'organisation vis-à-vis de sa capacité à satisfaire sa raison d'être, à mettre en œuvre sa stratégie et à créer une valeur durable, mais aussi son aptitude à préparer le futur. Ces résultats sont utilisés par l'organisation pour piloter, comprendre, améliorer ses performances globales, mais aussi pour prévoir l'impact de ces performances, tant sur la perception des parties prenantes que sur ses ambitions stratégiques futures. Et donc ce critère 7 ne comporte pas non plus de sous-critères. On a donc fait ici le tour des critères du modèle organisé autour des trois piliers de l'orientation, des opérations et des résultats. Tous ces éléments sont reliés bien sûr entre eux et donc vous avez ici l'image globale et complète du nouveau modèle EFQM. Alors, quels sont les changements clés que l'on peut retrouver dans ce nouveau modèle? Alors, j'ai résumé ici cinq points particuliers. Il y a bien sûr beaucoup de choses à dire et on aura l'occasion de revenir dans les semaines et les mois qui viennent sur d'autres éléments qui concernent la constitution de ce modèle, en quoi il va modifier l'utilisation que les organisations en font, comment ce modèle va pouvoir mieux aider les organisations à évoluer. Mais voilà, cinq éléments clés en termes de changement que je vous propose. Le premier sur la culture. Effectivement,
on l'a déjà dit, ce nouveau modèle EFQM met l'accent sur la culture d'une organisation pour s'assurer que cette organisation est imprégnée par la création de valeur durable, qu'elle est bien à la recherche de la performance et de la satisfaction de ses parties prenantes. Et le nouveau modèle EFQM estime qu'on doit agir et qu'il peut agir lui-même sur la culture d'une organisation en inspirant des valeurs partagées, des buts communs, en permettant qu'ils soient alignés avec la vision et qu'ils y contribuent pleinement. Et donc la culture est un enjeu qui ressort au cours de l'ensemble des critères du nouveau modèle EFQM. Deuxième élément de changement notable, le leadership. Donc la notion de leadership qui s'applique à l'organisation en tant que telle, et donc toujours de la capacité de l'organisation dans son ensemble, et pas simplement d'un ou de quelques dirigeants, pour être reconnu comme un leader et un modèle dans son écosystème vis-à-vis des autres. Et donc effectivement, le modèle affirme que seul un leadership effectivement partagé permet à l'organisation de rester en plein accord avec sa raison d'être et sa vision. Et le nouveau modèle milite en cela pour une approche de leader à tous les niveaux afin d'assurer des prises de décision solides, la collaboration et le travail collectif en équipe dans chaque département et dans chaque projet, et aussi d'être dans les trames de temps qui rythment aujourd'hui les changements dans nos organisations. Sur le troisième point de la transformation et de la performance, le modèle annonce qu'effectivement, ce sont les deux faces d'une même pièce, et l'enjeu est de savoir comment arriver à pleinement développer l'une tout en maintenant l'autre. Le nouveau modèle EFQM répond justement à ce dilemme grâce au cadre expérimenté qu'il propose pour accompagner le succès d'une organisation. Et donc on peut reprendre la citation que je notais au début, qui est de savoir qu'avant, avec le modèle, on était bon à devenir meilleur, mais qu'aujourd'hui, le modèle doit nous inciter à être bon, ou en tout cas à devenir bon, pour devenir différent. Aujourd'hui, améliorer les performances ne suffit pas. Il faut sans cesse s'adapter au monde qui bouge autour de nous. Et donc s'améliorer, c'est nécessaire. Se changer et se transformer pour être encore vivant demain et répondant aux enjeux du marché, c'est absolument nécessaire. Le modèle a cette ambition de nous aider, nous, dans l'organisation, à aider à nous changer. Quatrième point, flexible et adaptatif. Même si le modèle se prétendait non prescriptif, il met encore le point plus avant sur ce point-là. Deux organisations ne sont jamais identiques. Le nouveau modèle est bâti pour être encore plus flexible et adaptable à chaque organisation, quelle que soit sa taille ou son secteur, en mettant l'accent sur le chemin vers une performance remarquable et durable. Et on retrouve ces éléments tout au long du modèle, mais par exemple dans Radar, il faut rester souple, le modèle n'est pas prescriptif, par exemple vis-à-vis du benchmark ou par exemple sur une tendance sur 3 ans qui ne doit pas être forcément un standard suivant que vous êtes dans une industrie avec des cycles longs ou plutôt sur des éléments d'innovation ou de création de valeur qui sont sur des cycles beaucoup plus courts. Voilà, vous retrouverez des éléments de flexibilité et de plus grande adaptativité dans le modèle. Et puis enfin, la notion de futur, vous l'avez compris, le modèle repose beaucoup sur des enjeux de transformation. Il apporte une solution qui s'appuie sur l'analyse de l'organisation, la prévision des tendances et l'intelligence prédictive pour conduire pleinement la transformation. Donc le modèle se base sur des années d'expérience au contact de marchés complexes et changeants. Et là aussi, par exemple, Radar nous engage à se projeter dans l'avenir en termes de nécessité de résultats et d'adaptation. Alors, le modèle change, mais comme je vous l'ai dit en entrée, le FQM estime aussi
nécessaire elle-même de se transformer. Et donc, cette transformation de la fondation FQM et donc la manière d'utiliser le modèle va évoluer sur les 4 points que je vous indique ici et qu'on va reprendre assez rapidement. Alors, le premier point sur la technologie. Le FQM veut passer d'une relation avec les entreprises et les organisations qui utilisent le modèle, on va dire, d'un point transactionnel. On fait une évaluation tous les 2 ou les 3 ans, à une relation qui est plus durable, où on est dans un échange de bonnes pratiques, une conduite et un appui de la conduite du changement tout au long du temps, en utilisant la technologie. Premier élément en termes de technologie, réaliser des évaluations à partir d'une base d'évaluation, donc un outil digital qui va permettre d'accompagner, de conduire la préparation des évaluations dans les organisations, l'évaluation par les évaluateurs et le rendu des résultats en termes de rapport d'évaluation, mais aussi l'exploitation de ces résultats dans le futur en permettant à l'organisation, si elle le souhaite, de pouvoir se comparer et de travailler sur ces résultats. Et donc, c'est une assess base, donc une base d'évaluation qui est aujourd'hui en cours de finalisation et qui demain nous aidera à conduire les évaluations de FQM. Le deuxième élément, en termes technologie et digital, c'est une base de connaissances. Le FQM souhaite revenir plus avant vers sa vocation première, qui était de collecter des bonnes pratiques, de les partager et de permettre à des organisations d'échanger, de construire autour de ces bonnes pratiques et d'aller de l'avant. Et donc, elle est en train de mettre en place ce qu'elle appelle une knowledge base, une base de connaissances, qui sera disponible à partir normalement de janvier et qui permettra à un certain nombre d'entreprises qui le souhaitent, soit d'alimenter directement cette base de connaissances par exemple, les évaluations, ou en accédant directement dans des échanges de bonnes pratiques, dans une base de connaissances avec des articles, des partages de bonnes pratiques, des échanges, des contributions variées. Troisième élément, le FQM a commencé à utiliser un outil de communauté qui s'appelle Totem et que donc elle l'utilise pour engager des échanges plus facilement avec un des outils de réseaux sociaux tels que nous connaissons bien dans différents cadres. Ensuite, nous avons donc une évolution en termes de reconnaissance de l'EFQM. Alors, ces reconnaissances que vous voyez ici ne sont pas encore finalisées. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une image de ce qui sera mis en place au cours de l'année 2020. Qu'est-ce que l'on peut noter? Vous allez peut-être me dire 2 éléments sur la partie droite et les différents niveaux de reconnaissance. Alors oui, effectivement, ce sont les principaux changements. Les 2 premiers niveaux qui étaient du C2E1 et 2 étoiles vont trouver une nouvelle appellation qui s'appelle Align to EFQM, donc aligné avec le FQM, qui vont toujours être une évaluation de premier niveau des critères de l'EFQM avec un outil adapté qui s'appelle l'EFQM Business Matrix et qui donc sera une approche assez globale de l'organisation et qui donne droit à cette appellation alignée à l'EFQM. Et puis ensuite, nous avons le niveau que vous connaissez bien, reconnu pour l'excellence, qui utilise un outil, le FQM Business Matrix Advance. Ces 2 outils, le FQM Business Matrix et le FQM Business Matrix Advance, ça fera partie de l'Assess Base, donc la base d'évaluation. Et donc, ce sont les 2 outils qui nous permettront de conduire les évaluations, de les préparer côté organisation, de les mener pour les évaluateurs et puis ensuite pour les organisations d'utiliser les éléments de sortie. Et donc ici, on retrouve le reconnu pour l'excellence que vous connaissez bien, avec la différence notable
d'une 6e et d'une 7e étoile. En cela, le FQM répond à une demande du marché et aussi à un constat que quand une organisation a fait un chemin en termes de maturité, qu'elle a obtenu un 5 étoiles il y a quelque temps et qu'elle revient et qu'on lui dit c'est bien, vous avez beaucoup progressé, vous avez maintenant 600 points ou peut-être même 700 points, mais on vous donne quand même un diplôme 5 étoiles. Le FQM répond à cette demande en permettant d'accompagner en termes de reconnaissance avec une 6e étoile et une 7e étoile. En bas à gauche, vous verrez que il existe toujours la validation des projets avec le C2E qui existe et qui va rester. Ce n'est pas en soi une reconnaissance au FQM, mais cette validation de projet avec la méthode radar, qui est souvent un point d'entrée pour des organisations qui veulent commencer à utiliser le modèle, en utilisant toute la puissance du moteur radar du modèle, va rester avec très très peu de modifications, un peu d'adaptation à la forme, mais peu de modifications, et donc ça va continuer. L'année 2020 va être une année de transition, et donc tous les projets qui aujourd'hui sont dans les entreprises, dans les organisations, et qui doivent aboutir pourront tout à fait, pendant l'année 2020, être évalués avec le modèle 2013 et les niveaux de reconnaissance C2E et R4E que vous connaissez bien, donc évalués, engagés vers l'excellence et reconnus pour l'excellence. Tout cela reste valable pour l'ensemble de l'année 2020. Et donc, si vous êtes en démarche avec le modèle 2013, n'ayez pas peur, continuez votre projet et visez une évaluation dans le courant de l'année 2020. Pour ceux qui souhaitent utiliser dès à présent, qui veulent tester le nouveau modèle, qui veulent comprendre comment utiliser les aspects conduite de la performance et de la transformation en même temps, et qui donc veulent être les premiers à obtenir des reconnaissances pour le modèle 2020, ça sera possible aussi dans l'année 2020. Et donc, nous avons une année de transition dans laquelle on pourra trouver des évaluations et des reconnaissances à la fois sur le modèle 2013 et sur le modèle 2020. En termes, sur la partie en haut à gauche, de award et de prix européen de la qualité, tout pareil, l'année 2020 sera une année de transition, et donc celles des entreprises qui aujourd'hui déjà un niveau de 5 étoiles peuvent aujourd'hui candidater pour un prix européen, soit suivant le modèle 2013, soit sur le modèle 2020, et donc l'année prochaine, il y aura donc des prix suivant la version 2013 et des prix de FQM suivant la version 2020, donc on aura une année tout à fait intéressante à cet égard. Voilà pour ces aspects de reconnaissance. Les évolutions vont concerner un peu les appellations, sûrement la forme des attestations et diplômes que vous connaissez, mais ces éléments seront connus un peu plus tard, puisque le FQM avait beaucoup de transformations à mener, et donc ces éléments-là ne sont pas encore finalisés, d'où l'image ici qui n'est pas tout à fait encore en ligne avec l'image du modèle lui-même. Alors ensuite, en termes de formation et de développement, le FQM vous propose des nouveaux parcours de formation et d'accompagnement des personnes dans nos organisations. Le nouveau schéma se présente comme à l'écran, avec un nouveau parcours qui commence dans tous les cas par une formation d'une journée qui s'appelle donc IFQM Foundation Training. Cette Foundation Training sera une première approche du modèle EFQM pour expliquer comment fonctionne le modèle et comment on peut démarrer un projet. Ensuite, pour ceux qui souhaitent démarrer ces projets ou qui commencent à travailler avec ces projets, il y aura deux parcours.
un parcours qui commence en haut sur la case verte de pratiquants du modèle dans une organisation ou dans une entreprise. Cette formation donc, de 2 jours permettra à quelqu'un qui veut découvrir le modèle dans sa mise en œuvre pratique, et ben de savoir comment démarrer avec une auto-évaluation, comprendre les critères et leur interaction, et comment mener des approches au sein de son organisation pour aller à la fois vers la performance et la conduite de la transformation. Le FQM met ici un focus assez important sur cette formation, en prenant acte que tout le monde n'a pas vocation à devenir évaluateur, mais par contre qu'il est important de se préparer pour être bien en mesure de déployer une approche de FQM dans son organisation. Et il y aura donc une qualification qui pourra être obtenue après cette formation et après des éléments complémentaires en termes de conduite de projet et peut-être de formation supplémentaire. Ce n'est pas encore détaillé parce que ces éléments ne sont pas tout à fait définis encore, mais il y aura donc une qualification qui peut être obtenue, je ne sais pas non plus la traduction que nous aurons, mais de pratiquant le FQM dans une organisation, dans une entreprise. Il va rester, pour ceux qui le souhaitent, une formation pour devenir évaluateur EFQM, donc c'est le parcours bleu tout en bas, qui nécessitera là aussi de passer par la formation Foundation Training, de mener des activités de conduite de projet liées à l'EFQM et au modèle EFQM dans une organisation, puis donc un travail de préparation qui nécessite donc une petite expérience et 3 jours de formation pour devenir, comme aujourd'hui on avait avec le stage EAT ou QAT, pour devenir un évaluateur qualifié pour le FQM. Là encore, je redis ce que le FQM annonce, que le fait de devenir évaluateur EFQM n'est pas une fin en soi, n'est pas non plus l'ultimum de tout pratiquant de l'EFQM, et donc elle valorise autant le parcours pratiquant en organisation ou en entreprise que le parcours évaluateur. Pour ce parcours évaluateur, là aussi, il y aura une qualification et le FQM souhaite aujourd'hui avoir une gestion des qualifications qui soit mieux gérée avec une date de validité. Cette date de validité sera de 3 ans et donc il y aura une mise en place pour l'ensemble des 2 parcours, pratiquant EFQM et évaluateur EFQM. Il y aura des critères qu'on retrouve communément appelés CPD, le Continuous Professional Development, donc le développement professionnel continu, en termes, donc une accumulation de formation, de pratiques, d'échanges de bonnes pratiques, d'apprentissage, de partage, qui seront formalisés au fur et à mesure du temps et qui permettront de renouveler une qualification, soit en tant que pratiquant le FQM en entreprise, soit en tant qu'évaluateur. En termes de date, la première formation, EFQM Foundation Training, sera disponible à partir de janvier 2020. Le FQM est en train de la finaliser et nous serons à même de la présenter en français à partir de janvier. Voilà pour ce parcours de formation qui va donc être au fur et à mesure détaillé et qui va venir s'agrémenter de différents compléments. Mais voilà le parcours qui est proposé aujourd'hui. Alors, autre modification dans l'approche que le FQM souhaite mettre en place autour du modèle et dans la manière d'utiliser le modèle, ce sont des filtres thématiques. Et aujourd'hui, le FQM a mis en place ou est en train de mettre en place 3 filtres thématiques. Ces filtres thématiques sont répondant en fait à une question qui est d'utiliser l'ensemble de la logique du modèle FQM sur un thème particulier pour des gens qui peut-être ont un focus
du fait de leur fonction ou du fait des enjeux propres de l'organisation sur telle ou telle thématique. Et donc sur ce sujet-là, il y a un premier filtre thématique qui est l'éducation. Donc ici, on est dans un filtre plutôt métier sur les métiers de l'éducation. Et donc le FQM a prévu de sortir très prochainement, puisque cette version du modèle est donc disponible pour les enjeux du secteur de l'éducation. Ensuite, il y a deux thématiques qui sont l'innovation et l'économie circulaire. Excusez-moi. Ici, on est donc dans une logique de thématique transversale. Le filtre thématique sur l'innovation reprend un dérivé du modèle qui a été créé par un des partenaires nationaux, à savoir le partenaire irlandais, qui visait à définir les critères de maturité d'une organisation vis-à-vis de l'innovation en utilisant l'approche du modèle EFQM. Et donc, avec ce nouveau modèle, ce filtre innovation est en train d'être revu. Il permet donc d'adresser la thématique innovation avec l'ensemble des critères et de l'approche du modèle EFQM pour derrière pouvoir éventuellement évaluer le niveau de maturité d'une organisation avec la logique EFQM dans sa maturité, sur sa capacité à innover. Et puis, troisième thématique qui va être menée, qui est aujourd'hui en début, c'est utiliser le modèle EFQM pour regarder le domaine de l'économie circulaire et donc, encore une fois, voir comment le modèle EFQM s'applique dans une organisation sur la thématique de l'économie circulaire et de se reposer ce que ça veut dire en termes de raison d'être, de stratégie, d'ambition, qu'est-ce que ça veut dire en termes de culture, qu'est-ce que ça veut dire en termes de performance ou d'engagement des parties prenantes, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de résultats, soit opérationnels, soit de perception de mes parties prenantes, et aussi de pouvoir donc définir des niveaux de maturité par rapport à ce thème de l'économie circulaire, tout en utilisant l'entièreté de l'approche du modèle EFQM. Alors, éducation va être très prochainement disponible, innovation est en cours de développement, et économie circulaire en est au début, et donc d'ici sûrement un an, nous aurons ce filtre thématique qui sera disponible. Mais donc voilà une nouvelle approche, il y aura sûrement d'autres filtres thématiques qui arriveront dans le temps, mais voici les trois premières pistes qui ont été identifiées. Alors, petit mot sur radar et le scoring. Je vous ai présenté donc l'image du modèle. Effectivement, radar reste là. Radar a été simplifié, la logique radar est simplifiée. On retrouve toujours les quatre thèmes que vous connaissez bien, qui sont les résultats, les approches, le déploiement et l'apprentissage et la revue. On a essayé d'adapter la traduction française pour garder l'acronyme radar. Et donc, quand vous voyez ici avec ces petites triangles blancs et puis les éléments radar qui entourent chacun des piliers du modèle, que pour l'orientation et les opérations, on utilise les éléments radar qui sont les approches, le déploiement, l'apprentissage et la revue. Quand pour la partie résultat, effectivement, on utilise les éléments pertinence et exploitabilité d'un côté et performance de l'autre. D'ailleurs, dans cette dernière partie, il y a un focus particulier qui est fait sur les enjeux futurs avec un attribut orientation prospective, qui nous permettra d'avoir un radar plus actuel, mais aussi plus simple à utiliser dans l'organisation. Alors, en termes de scoring, qu'est-ce que cela donne? Nous avons ici donc toujours 1000 points. La répartition est différente. Il y a donc 100 points pour les deux critères raison d'être, vision et stratégie d'une part, et puis organisation, culture et leadership d'autre part. Donc 200 points au total
pour l'orientation. Sur la partie opération, il y a 100 points sur l'engagement des parties prenantes, 200 points sur la création de valeur, et là on retrouve le centrage client habituel du modèle EFQM, et puis 100 points sur la partie conduite de la performance et de la transformation. Pour les résultats, vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il n'y a pas de sous-critères dans la partie résultats, et donc il y a 200 points en un bloc pour les perceptions des parties prenantes, et un autre bloc de 200 points pour la performance stratégique et opérationnelle. Et donc on a un équilibre entre opération et orientation avec 600 points au total, et de l'autre côté 400 points pour les résultats. Donc on retrouve sous une forme différente l'équilibre que l'on avait auparavant dans l'ancienne notation et scoring. Voilà pour ces éléments. Ensuite, oui, petit point, puisque c'est une des questions que vous posez certainement et qu'on avait annoncé dans les éléments qui seraient couverts par cette présentation, un petit focus pour ceux d'entre vous qui sont déjà évaluateurs EFQM à ce jour. Et donc, il y a une formation qui est prévue pour vous qui êtes déjà évaluateur EFQM sur le modèle en version 2013 pour que vous puissiez faire un upgrade ou une adaptation, une transformation de votre qualification vers la version 2020 du modèle. Alors, pour ce point-là, il faut noter que comme le FQM souhaite avoir une durée de validité des qualifications, ces critères de qualification vont s'appliquer aussi pour pouvoir accéder à la formation de transformation version 2013 vers version nouveau modèle 2020. Donc les critères de qualification pour les personnes qui pourront être formées par ce stage de transformation sont 3 cas. Le premier cas, c'est d'être un évaluateur formé avec une réussite à un stage EAT ou QAT après janvier 2016, ce qui correspond donc à un certain nombre de personnes. Pour celles qui ont été formées auparavant en tant qu'évaluateurs, là aussi avec réussite, et qui ont eu des activités d'évaluation EFQM sur la période 2016-2019, ils seront aussi éligibles à cette formation de transformation pour devenir évaluateur sur la nouvelle version du modèle. Et donc une évaluation EFQM, c'est une évaluation sur un des niveaux de reconnaissance de l'EFQM fait par l'EFQM, la Fondation à Bruxelles, ou par les partenaires nationaux, et donc par AFNOR en France. Donc ce sont des évaluations de type C2E pour engagé vers l'excellence, ou R4E pour reconnu pour l'excellence, et également pour les évaluations des prix européens de l'EFQM pour ceux des évaluateurs qui ont pratiqué directement avec Bruxelles dans des équipes qui visent à décerner les prix européens tels qu'ils sont remis au forum chaque année. Et puis dernier point, seront qualifiables aussi pour cette formation des évaluateurs là aussi formés et qui ont pris part à au moins une évaluation EFQM et le prix national, donc en France le prix France Qualité, sur la période 2016-2019. Donc on est bien dans une formation, et deux, une pratique récente des évaluations de type EFQM. Pour ceux qui sont qualifiables pour cette formation, c'est un stage de formation de 2 jours qui ne va pas vous apprendre à évaluer, puisque vous êtes déjà évaluateur, mais qui va vous proposer les points saillants du nouveau modèle EFQM pour en vérifier la bonne compréhension, la bonne logique, et deuxièmement, de savoir utiliser les nouveaux outils, puisque je vous ai parlé d'outils digitaux et de la CES-Base, donc la base d'évaluation, pour mener les évaluations. Donc ça sera comment utiliser la logique et la dynamique du nouveau modèle et les outils proposés par le FQM pour évaluer suivant le modèle 2020. Et donc ces stages de formation pour transformer les évaluateurs actuellement qualifiés pour la version 2020 seront proposés par AFNOR à partir de janvier 2020.
Voilà pour cette formation. Alors oui, je ne l'ai pas écrit, mais on parle, enfin le FQM parle d'un stage qui s'appelle ECAT, EFQM Certified Assessor Transformation, donc ECAT, formation ECAT pour devenir évaluateur version 2020. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la partie formation. Et donc, vous allez me demander si on peut on peut obtenir le modèle EFQM en français. Il sera disponible dans quelques jours sous deux formes. Alors, il sera déjà disponible en français puisque nous l'avons traduit, enfin, nous avons participé à la traduction du modèle qui était défini en juin en anglais pour une version française que l'on espère facile, agréable à lire et assez abordable pour chacun. Et donc, le nouveau modèle EFQM en français sera disponible dans quelques jours, soit dans une version publique en téléchargement gratuit, comme nous l'avions depuis janvier dernier grâce aux sponsors AFNIC et RATP pour la version 2013. Et donc, nous pourrons la télécharger sur le site AFNOR, également sur le site de l'EFQM, bien sûr. Et puis, une version complète en vente sur la boutique AFNOR Édition, comme il existait auparavant. Voilà, sur ces aspects-là. Donc, le modèle en français, disponible dans quelques jours, soit en téléchargement en version publique un peu réduite, et soit en version complète en vente sur la boutique AFNOR Édition. Alors, quelques dates, puisque le nouveau modèle, je vous en fais une petite présentation aujourd'hui, mais bien sûr, il va falloir s'informer. Et donc, AFNOR vous propose un certain nombre de réunions en région. J'ai mis toutes les dates qui sont ici déjà définies. Donc, vous voyez des dates à partir de Lyon, 20 novembre, jusqu'à quelques dates en mars prochain. Et puis, nous rajouterons d'autres dates pour les régions qui ne sont pas pour lequel la date n'est pas encore déterminée. On est encore en train de travailler dessus. Et donc, je vous propose de rester attentif à nos communications, soit mail, soit réseaux sociaux, pour pouvoir vous inscrire dans ces présentations régions qui nous permettront de présenter plus largement le modèle EFQM et aussi des témoignages de clients, d'organisations qui pratiquent le modèle EFQM. Et puis donc un élément important qui est, nous avons avoir la chance d'avoir en 2020 le forum EFQM européen qui se tient à Lyon, juste dans un an, puisqu'il s'agira des 22 et 23 octobre 2020. Donc là aussi, je vous invite à réserver votre date. C'est un forum qui se situe dans un pays européen chaque fois. Il y a eu Vienne en 2018, Helsinki cette année. Et donc, on aura la chance d'avoir ce forum chez nous, à Lyon, en plus avec une année de transition où on aura des prix à la fois en version 2013 et en version 2020, et bien sûr un forum qui fera sûrement la part belle au premier retour d'expérience sur la mise en œuvre du nouveau modèle EFQM. Donc voilà, nous aurons une année 2020 très active autour de ce nouveau modèle EFQM. Voilà, je vais voir si on a dépassé déjà un peu le temps, mais je vais voir si vous avez éventuellement quelques questions pour y répondre. Encore une fois, comme pour les autres webinaires, et je m'excuse pour la dernière version que je n'ai pas pu envoyer, mais qui sera rattrapée rapidement, je vous enverrai les supports de cette présentation à tous ceux qui sont connectés à l'instant. Vous aurez les supports et je vous les enverrai, il n'y a pas besoin de demander, je vous les enverrai rapidement par email. Alors, je vais voir s'il y a quelques questions et puis sinon, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations et informations qui seront disponibles. Donc, informations en région. Lors de chaque information en région, on vous proposera des formations au moins pour le Foundation Course dans votre région. Et donc, sur l'année 2020, à partir de janvier, nous aurons l'occasion de vous proposer information et formation au nouveau modèle et de démarrer donc le cycle de formation pour ceux qui souhaitent démarrer l'utilisation du modèle pour démarrer ce cycle, comme on l'a vu, parcours pratiquant en entreprise ou bien parcours pour devenir évaluateur.
Alors, je regarde s'il y a quelques questions. On me pose la question, y aura-t-il un livre ou un support qui donne toutes ces informations pour mettre en place facilement le FQM? Il y aura certainement des livres, je n'ai pas tous les éléments à ce jour, mais sinon je vous invite effectivement à, enfin, à être attentif aux formations que nous allons proposer et aux informations. D'ailleurs, je profite pour le dire, je ne l'ai pas mentionné, les informations qui seront faites par AFNOR en région pourront associer des partenaires et notamment la FQP dans ses composantes régionales. Dans différentes régions, on a prévu de faire ces informations avec la FQP régionale qui permettra de rassembler un plus grand nombre. Et puis, nous avons aussi des clubs de benchmark que nous co-animons avec la société Stratéis et donc nous ferons intervenir à la fois Stratéis et notamment Stéphane Verdoux qui a participé à l'élaboration du nouveau modèle dans le cadre de la core team de l'EFQM, mais aussi les clients qui sont actifs dans ces clubs de benchmark pour témoigner sur leurs bonnes pratiques et leur retour d'expérience sur la mise en œuvre du modèle. Est-ce que vous avez prévu qu'avez-vous prévu comme recyclage pour les assesseurs déjà formés? Donc voilà, je vous ai indiqué, peut-être que la question est venue un peu plus avant. Si vous avez été formé depuis 2016 ou si vous avez été formé avant 2016 mais que vous avez pratiqué des évaluations FQM, notamment avec AFNOR sur la période 2016-2019, vous pourrez suivre ce cours de transformation de 2 jours que nous proposons à partir de janvier pour faire un upgrade et donc un maintien et une mise à jour de votre qualification sur la version 2020. Oui, il y aura on me pose une question s'il y a une information en Bretagne. Oui, il y aura une information en Bretagne. Je n'ai pas confirmation de la date précise, mais on la communiquera très rapidement. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les faire passer. Je peux y répondre dans la foulée. Alors les dates de formation de janvier pour la formation, transformation des évaluateurs déjà qualifiés, on est en train de travailler dessus. On vous communiquera, en tout cas je communiquerai à tous les évaluateurs qui sont potentiellement qualifiables pour cette formation. Je vous adresserai directement une date de formation, donc enfin, le planning en tout cas, donc ne vous inquiétez pas, vous les aurez. Une date pour Paris, pour la formation, information en région à Paris, on avait commencé à prévoir une date début décembre et compte tenu du contexte social et de grève annoncée, nous sommes en train de revoir pour adapter cette formation non pas en décembre mais plutôt en janvier, en espérant que le climat social et notamment les accès et transports seront plus faciles en janvier. Oui, effectivement, dans les partenaires avec qui nous associons, ici ou là, il y a différents partenaires et on signale que donc notamment à Bordeaux, le club des pilotes de processus devrait être associé à la réunion à Bordeaux. Effectivement, c'est une bonne remarque. Nous essayons en tout cas de rassembler le plus grand nombre de ceux qui tournent autour du modèle et qui l'utilisent dans nos réunions d'information pour toucher le plus grand nombre de personnes. Le but étant effectivement de profiter de la nouveauté du nouveau modèle, mais aussi d'embarquer plus de gens avec ce modèle qui va nous permettre toujours de rechercher la performance, mais aussi de conduire la transformation et qui se veut un guide pour toutes les organisations qui veulent progresser. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en rester là. Je vous tiendrai au courant ou n'hésitez pas, au cas contraire, à revenir vers moi. Vous avez mes coordonnées sur la présentation affichée à l'écran. Vous les recevrez aussi par mail. Voilà, et puis revenez voir le site AFNOR dans quelques jours pour pouvoir télécharger la version publique du modèle et commencer à aller plus avant dans les critères et sous-critères du modèle, à voir sa dynamique et puis donc à construire votre nouveau parcours, votre nouvelle expérience autour de ce modèle
qui s'estime que j'estime très dynamique et très enrichissant. Aussi un grand élan positif au niveau de l'EFQM qui cherche à se transformer et à faciliter la vie des organisations. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec moi très bientôt. Voilà, il est midi et quart, on a dépassé d'un petit quart d'heure. Excusez-moi pour ce temps long, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à dire et donc j'espère que vous pouvoir vous retrouver dans les présentations notamment que nous ferons en région. À très bientôt à tous.